Bienvenue les amis, bienvenue pour ce bilan 2023, pour une année que je qualifierais tout simplement d'année des flops. Va falloir s'accorder sur ce qu'on entend sous le terme de flop. Vous allez voir qu'il y a des projets qui n'ont pas marché aussi bien qu'on l'aurait voulu, il y a d'autres projets qui ont carrément floppé sévère, qui ont coûté très cher au studio, ça on va en parler. Alors vous savez, chaque année j'essaye de présenter ces bilans sous un angle un peu différent. Cette année forcément, vu la façon dont les films ont bidé au cinoche, l'angle est tout trouvé, et je vous l'ai dit aussi dans de précédentes émissions, j'ai l'impression que quelque chose s'est brisé avec le Covid. J'ai jamais ressenti à nouveau une effervescence comme j'avais pu avoir dans les salles à l'époque des Avengers, tout ça. De ces moments où on se retrouvait à attendre 45 minutes, parfois plus, pour une avant-première, pour voir un film, un événement avant les autres. Franchement, ça y a plus. Je vais souvent dans des salles à moitié vides ou à moitié pleines, c'est selon. Et personne pourra dire le contraire. Je pense pas que c'est juste une vue de l'esprit. À cela, plusieurs raisons, hein. Franchement, le Covid a fait du mal. Faut avouer que quand on reste enfermé des mois avec son service de streaming, on commence à y prendre goût, donc les gens commencent à se trouver bien chez eux, dans leur canapé, sans un voisin bruyant qui mâche du popcorn dans notre oreille. En plus, il y a des conditions aujourd'hui de visionnage à la maison qui sont absolument extraordinaires, de grands écrans, des belles barres de son. Bref, on est tenté de rester chez soi. Il y a aussi le prix des places, hein. Faut bien se le dire, le prix des places qui augmente. Si on a une carte d'abonnement, passe encore, mais sinon si on commence à y aller en famille, faut briser la tirelire, ça commence à faire mal. Et puis, pour aller voir quoi? Pour aller voir des films qui s'enchaînent à la qualité souvent médiocre, il faut le dire aussi, et qui se retrouvent surtout super vite sur les services de streaming. Quelquefois, quelques semaines, les studios se dépêchent d'essayer de rentabiliser leur projet, de créer l'événement, de créer un petit peu le buzz, ça on en a parlé sur cette chaîne, donc forcément, quand on voit les films arriver très vite en VOD, payantes ou pas, hein, ou pseudo-gratuites sur les services de streaming auxquels on est abonné, ça donne pas forcément envie d'aller braver la tempête pour aller se poser dans une salle de cinoche. Alors il y a d'autres choses qui gravitent autour de tout ça, il y a aussi la grève des scénaristes qui va pénaliser un peu l'industrie. Bref, cette industrie du cinéma est en pleine révolution, en pleine réinvention. Je crois qu'ils n'ont pas encore saisi l'ampleur du problème. Alors on a cru que ça allait un petit peu faire pansement avec Barbenheimer, le phénomène Barbenheimer, Barbie, Oppenheimer, qu'on cartonnait dans les salles, tout simplement. Barbie, au moment où je tourne cette émission, est en passe de devenir le film le plus rentable de 2023. Je pense qu'il n'aura pas de mal à accomplir cet exploit. Vous savez ce que je pense de ce film, ça c'est un peu pour mettre un peu de lait dans mon café. Pour le coup, c'est plus une science exacte aujourd'hui. On arrive avec un projet comme Barbie. Je n'ai pas du tout, vous le savez, aimé Barbie, mais pourtant c'est le film qui a cartonné en 2023, les gens l'ont aimé, on continue à entendre parler de ce film comme d'un film féministe, je comprends pas, et pourtant, ben ça fait venir les gens dans les salles, et ça c'est plutôt pas mal. Oppenheimer, pareil, a bien marché, mais ça a pas relancer la machine. Et c'est bien dommage pour les studios, parce qu'ils sont un peu en panne, les studios, là, actuellement. Il y a une espèce de fatigue du film de super-héros. On nous a abreuvé de héros en spandex. Là, ça marche plus trop, faut bien le dire. Et puis surtout, il n'y a plus de gros projets. Il n'y a pas de nouveaux Avengers. Marvel commence à lever un peu le pied. Les films d'ici se plantent, mais lamentablement. Donc en fait, tous ces films qui faisaient venir, ces blockbusters qui faisaient venir tous les jeunes, tous les cinéphiles dans les salles, tous les gens qui voulaient voir ces films avant d'en entendre parler partout, ça fonctionne plus. Donc il faut trouver de nouvelles choses, de nouvelles recettes à présenter au public. Ça, les studios, pour l'instant, en sont incapables. On va le voir pour cette année où ça a pas très bien marché pour eux. Il faut s'accorder tout d'abord sur le terme même de flop, hein, parce qu'il y a des films cette année qui ont vraiment floppé, qui ont fait très mal, et d'autres qui ont moyennement marché. Et c'est ce point-là que je trouve le plus curieux, parce qu'il y a des projets, je comprends que ça se soit vautré, ça n'a pas recueilli les ferveurs de la critique ni du public, donc en l'occurrence ça se plante, c'est normal, mais il y en a d'autres qui semblaient quand même faits pour ramasser un petit paquet d'oseille, et ça n'a pas été le cas. Alors vous m'excuserez de prendre ma petite feuille, parce qu'il y a quand même une question de budget là-dedans, et je les connais pas tous par cœur. Et on peut parler, par exemple, de déception quand on évoque La Petite Sirène. Alors La Petite Sirène, il faut s'entendre sur le terme même de déception, parce qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, non, ça a marché, ça a récolté 570 millions de dollars autour du monde. » Oui, c'est vrai, ça a récolté 570 millions autour du monde, mais je pense que Disney s'attendait à tellement plus. Il n'y a pas si longtemps, il y a d'autres films qui faisaient beaucoup plus que ça, hein. Beauty and the Beast, l'adaptation cinéma, c'est quand même 1,3 milliard. 1,3 milliard. 1,3 milliard aussi pour Frozen, la Reine des Neiges. C'est quand même, alors vous allez me dire, c'est une autre époque du cinéma. Ouais, sans doute, mais on n'est pas dans la même échelle de valeur. Quand on parle du Roi Lion, on parle d'1,6 milliard. Donc là, on parle de 570 millions. C'est pas mal, pour n'importe quelle production de petits studios, ça serait même un gros succès. Mais pour Disney, bah, c'est pas ce qu'ils attendent. C'est pas ce qu'ils attendent sur un projet comme ça. En plus, dernièrement, Disney fait un petit peu ce qu'on commence à appeler du woke betting, c'est-à-dire qu'ils font parler de leur film en prenant une actrice métisse, en essayant de générer du buzz.
Il n'y a pas de mauvaise publicité, Disney l'a bien compris, donc ça, ils envoient des projets comme ça, il n'y a qu'à voir ce qu'ils font avec leur nouveau Blanche-Neige, qui a l'air d'être une abomination avant même d'être tourné. Donc pour moi, ça c'est un signal d'alerte, ça veut dire, à Disney notamment, mais généralement au studio, ne comptez plus que sur le buzz. Vos films feront parler, ils vont séduire une certaine clientèle, des gens qui sont déjà convaincus d'avance, mais ça marchera pas sur le long terme. Il y a d'autres films qui m'inquiètent plus, parce qu'un Petite Sirène, forcément, la promo a bien fonctionné aux États-Unis, 300 millions rien qu'aux États-Unis, mais 270 millions dans le reste du monde. Donc en gros, aux États-Unis, ça a fonctionné à fond, Disney, c'est parti la Petite Sirène, mais dans le reste du monde, c'est tiédasse. Hein. Franchement, généralement, les films ramassent beaucoup autour du monde, et beaucoup éventuellement sur le territoire américain. Mais ramasser énormément sur le territoire américain et peu dans le reste du monde, c'est pas du tout ce que les studios cherchent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils cherchent à séduire sur le territoire américain, plus que tout, mais aussi à l'étranger, en Chine notamment. Et c'est là qu'on commence à parler de déception, parce que par exemple, le dernier Mission Impossible, ben ça va peut-être vous étonner, mais ça n'a pas été un succès. Alors pour moi, c'est l'un des films de l'année, l'un des films d'action de l'année. J'ai trouvé ça extraordinaire, hein, franchement, je trouvais une mise en scène brillante, des acteurs convaincants. Bref, c'est la recette, ça n'a rien d'original, mais c'est vraiment, vraiment très bien fait. Si vous voulez aller voir un film d'action cette année au cinéma, Mission Impossible, c'est une valeur sûre. Et c'est une saga qui n'a jamais cessé de monter au box-office. C'est-à-dire que depuis le début, ça n'arrête pas de monter en pression. On fait de plus en plus de recettes, quasiment à chaque fois. Tom Cruise, producteur avisé, donc ça se passe très très bien, c'est une affaire juteuse. Et la surprise, le dernier, malgré le fait qu'on ait encore une fois fait une promo de fou autour du film avec ces plans de cascade absolument ahurissants, c'est ahurissant à l'écran, c'est ahurissant aussi en promo avant, quand on commence à voir ces scènes. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage de nous montrer toutes ces scènes pour vendre le film en amont et qu'on n'ait plus de surprise dans la salle, mais ça c'est un autre sujet. Mais ce film ne va ramasser que 570 millions autour du monde. Le même chiffre que La Petite Sirène. C'est un projet qui était destiné à ramasser nettement plus. 170 millions sur le territoire américain, 400 tout autour du globe. C'est pas foufou pour un film dont le budget avoisinerait les 300 millions de dollars. Parce que les studios, ils continuent à mettre de l'argent dans les films. On est encore sur une époque où ils n'ont pas resserré la bourse. Pour l'instant, ils se disent, ouais, ça c'est des projets, c'est bon, ça va marcher. Il n'y a aucune raison qu'un Mission Impossible se plante, ou du moins fasse un score moyennasse comme ça. Et pourtant, 570 millions, c'est pas foufou. Alors bien sûr, tout le monde est servi, 300 millions, 570 millions, on peut se dire que c'est pas mal, mais les studios s'attendent à beaucoup plus que ça, je vous en ai déjà parlé, surtout quand on considère le budget promo. Déception donc pour Mission Impossible. En termes de film d'action, grosse déception aussi que le Fast 10, Fast X, avec Vin Diesel, tête de veau diesel, c'est une grosse péloche d'action. Quand je vous parle de films qui sont censés séduire la Chine et tout ça, c'est ce genre de films qui sont faits non seulement pour rapporter aux États-Unis, mais surtout pour rapporter tout autour du globe. On parle d'un budget quand même de 340 millions de dollars, ce qui en ferait, je crois, l'un des 10 films les plus chers de tous les temps. 340 millions de dollars quand même le film. Hein. Et qu'est-ce qu'il ramasse ? Pour ce budget-là, il ramasse 140 aux États-Unis et 560 dans le reste du monde. Donc l'échelle de valeur est à peu près bonne, 700 millions tout autour de la planète, mais 700 millions. Le film ne fait même pas le milliard. Mais quand on a claqué 340 millions dans un projet, on n'attend pas un 700 millions de recettes. Donc là, ça commence à faire mal. C'est-à-dire qu'on arrive avec une franchise qui était toute puissante. On pouvait balancer les affiches 2 mois à l'avance, les petits trailers. Voilà, allez-y, la famille, l'action, ça bouge, ça explose dans tous les coins. Vous allez voir Vin Diesel en mode super-héros. Et le film, en l'occurrence, je l'ai bien aimé, hein, j'ai trouvé sympa. Il est complètement débile. Mais du coup, il vous donne exactement ce que vous venez chercher. Voilà, c'est pas l'un des plus débiles de la série. Pas loin. Mais bon, voilà, vous allez voir un gros film d'action. Il y a quelques scènes qui vous plaisent. C'est sympa. C'est fait pour les multiplex. Mais ça ramasse quand même pas grand-chose. Hein. Franchement, en ratio budget-recette, c'est pas fou. On sera pas étonné de savoir que le dernier Transformers n'a pas trop marché non plus. Là, c'est un petit peu qui tout double. On a essayé de relancer à nouveau une énième fois la franchise. Ça marche pas des masses. On parle d'un 200 millions de budget au bas mot pour 440 millions ramassés tout autour de la planète. Et ça, c'est sans parler des films de super-héros qui cette année se sont vraiment ramassés. On parle bien sûr, on en a déjà parlé sur cette chaîne, de Shazam, du second Shazam. Le premier avait ramassé quelque chose comme 370 millions de dollars. C'était un petit budget, hein, donc c'était considéré comme une affaire plutôt juteuse. Et là, le second, 130 millions, donc un vrai four, hein. Carrément, on a fait venir des acteurs, des actrices de qualité. La sauce n'a pas pris, voilà, personne ne s'est déplacé. Tout comme pour The Flash. The Flash, 110 millions ramassés aux États-Unis, 160 sur le reste de la planète. Faites le calcul, 270 millions en tout pour un film dont le budget serait évalué à 220 millions. Il y en a certains qui disent que ça tendrait plus
vers les 300 millions. Ce qui serait pas étonnant parce que DC, ils sont coutumiers de ce genre de truc, de faire des reshoots, de s'intéresser à un film, de prendre peur, de faire tourner une nouvelle scène, et puis finalement de remonter le film. Donc le 300 millions me paraît correct, le film n'a pas marché. Là, c'est plus inquiétant, parce que ce film-là, il y a 10 ans, il aurait cartonné. Michael Keaton, Ezra Miller, qui sort quand même d'une franchise naissante, Justice League. Alors oui, DC a pris toutes les mauvaises décisions, on en a parlé, mais là, le fait est que Michael Keaton, une Supergirl bien woke, on a mis les œufs dans le bon panier, à ce qui semble, et on ramasse rien. C'est-à-dire qu'il y a un désaveu total du public qui ne se déplace pas. On peut l'expliquer sur The Flash, mais ça reste quand même un gros projet, un gros budget qui se prend le mur. Et il y a eu plein de films comme ça cette année qui se sont vraiment pris le mur. Vous avez vu, on vient d'en citer quelques-uns, c'est plus ou moins étonnant. On est très étonné par Mission Impossible, on est étonné un petit peu par le dernier Fast and Furious, on le sera encore plus par le Indiana Jones. Le dernier Indiana Jones, c'est un gros budget, c'est 300 millions de dollars de budget. Et c'est un film qui peut nous interpeller parce qu'il semble qu'on ait là pour le coup vraiment mis tous les atouts de notre côté. On se retrouve avec un film, on fait revenir Harrison Ford, on utilise les meilleures techniques infographiques, le de-aging, tout ça, pour nous donner un parfum d'hier. Il y a la bande-son qui colle parfaitement, cette bande-son que tout le monde connaît. Le film fait le buzz avant sa sortie, hein. On fait venir James Mangold. Donc James Mangold, c'est un peu la caution que tous les fans attendaient. Tout le monde s'attend à un film magnifique qui rende un dernier hommage à ce personnage incroyable. Et on voit arriver un film moyen. On voit arriver un film moyen qui a coûté quelque chose comme 300 millions de dollars. Là encore, on est dans des échelles complètement délirantes, hein. Pour vous comme moi, qui avons à boucler nos fins de mois, on se retrouve dans des échelles de pensée, mais complètement autres. 300 millions de dollars pour le Indiana Jones, ça paraît délirant. Combien il rapporte au box-office, ce film? Alors là, je prends mon petit papier, il rapporte 170 aux États-Unis, 210 millions à l'international. Donc ça fait un total de 380 millions. C'est le four de l'année, hein. Le studio s'apprête à perdre des millions sur ce projet, alors bien sûr, tout ça, c'est à relativiser, parce qu'après, il y a l'exploitation en support, parce que le support continue à marcher, à faire revenir quand même un peu de sous, l'exploitation en VOD, ils vont pas le brader, leur film, mais quand même un budget de 300 millions. Et alors, pour le coup, en 2008, le royaume du crâne de cristal, l'avant-dernier Indiana Jones, avait pas reçu, vous le savez, les ferveurs ni de la critique ni du public. C'est considéré comme un mauvais Indiana Jones. En 2008, le film ramassait 790 millions autour du monde. Donc il ramassait 320 sur le territoire américain, donc c'était déjà un plébiscite, hein. On est en 2008, hein. Donc une quinzaine d'années, le film faisait 320 millions sur le territoire américain. Pour un film qui n'était pas très bien reçu par la critique, il faisait 470 millions à l'international. C'est à l'international qui décevait. Mais 320 millions sur le territoire américain, là celui-là il fait 170. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne n'en a rien à foutre d'Indiana Jones. Et là, vous savez ce que je pense du film, hein, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Pour le coup, c'est un film que je trouve moyen. J'ai pas de haine contre ce film, mais comme The Flash d'ailleurs, hein, j'ai pas de haine contre ces films-là. Je trouve pas que ce sont des navets absolus, mais ce ne sont pas de bons films, ce ne sont pas de grands films. Et quand on va voir Indiana Jones, on s'attend à voir un grand film. Un Indiana Jones avec Harrison Ford, avec la BO classique, avec la direction de James Mangold, on s'attend ni plus ni moins qu'à un éblouissant chef-d'œuvre. Alors peut-être pas un chef-d'œuvre, mais un très grand film. Et là, on a un film moyen. On a un spectacle d'aujourd'hui, on y va, encéphalogramme plat, on voit un film sans trop de surprises, qui respecte à la lettre le cahier des charges, et ben ça, le public n'en veut plus. Et on en a parlé sur cette chaîne, mais pour le coup, je persiste, le public ne veut plus de ça. Alors là, ce qui est incroyable, c'est que pourtant, le studio n'avait aucune raison d'envisager qu'on puisse se planter. Quand on fait un remake de Ghostbusters avec des actrices à la place des acteurs originaux, faut quand même s'attendre à se faire bâcher, faut quand même s'attendre à se planter là. Faut vraiment vouloir y aller pour se dire qu'on va ramasser de l'argent. Mais ce Indiana Jones, c'est quasi incompréhensible. Incompréhensible de se planter à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a eu... la critique ne l'a pas ultra bien reçu, les gens non plus, ça s'est su très vite, et du coup, un four au box-office, mais un gros four. Hein. Et ça nous éclaire beaucoup sur ce qui est en train de se passer dans le cinéma d'aujourd'hui. C'était le point de vue de cette émission, c'est pour ça que j'appelle ça l'année des flops, parce que les studios peuvent sortir aujourd'hui ce qu'ils veulent, et il n'y a plus de garantie. Il n'y a plus la garantie de faire venir les gens dans les salles, il n'y a plus la garantie de ramasser de l'argent. Et ça avait été prédit, parce que j'avais lu une interview en 2010 de 3 Nostradamus des temps modernes, James Cameron, Zemeckis et Spielberg, qui ensemble discutaient du futur du cinéma. C'était dans la revue Empire. Oui, je crois que c'était dans la revue Empire. Oui, je suis quasiment sûr de moi. Et ils discutaient de ce qu'allait devenir le cinéma dans le futur, le cinéma du futur. Et ils pronostiquaient déjà à cette époque que des gros films de studio allaient à un moment se planter.
et sous-entendu de forcer les studios à se réinventer. Bah là, on est au moment où les films se plantent. C'est-à-dire qu'on est à un moment où il y a eu le Covid, alors ça, ils ne pouvaient pas l'anticiper en 2010, mais il y a eu le Covid, les films se plantent aujourd'hui, les salles ont du mal à fédérer les spectateurs, et les projets qu'on propose aux cinéphiles ne séduisent plus. Franchement, je suis un amateur, je suis quand même à 2 doigts de rendre ma carte d'abonnement, parce que je vais plus trop au cinéma, je regarde les films qui sortent, il n'y a pas grand-chose qui me motive. Et un Indiana Jones, il est symbolique de ça, c'est-à-dire qu'on va voir un nouvel Indiana Jones, un gros film empoulé, tout boursouflé, préparé par des studios sur 2, même les affiches, elles font référence à ce que vous avez connu, mais ça marche pas trop sur la nouvelle génération, et surtout, ça marche plus sur les vieux briscards comme nous, c'est-à-dire que nous, on a été le voir au Cinoche, mais pas tout le monde n'y a été, loin de là. Il y a des gens qui ont dit « Oh, il y a un nouvel Indiana Jones, voilà, comme un nouveau Star Wars, comme n'importe quoi, comme tous ces films qui sortent en permanence, et le public, ne marche plus. » Et c'est là-dessus qu'on va conclure cette émission, hein, voilà, vous aurez compris mon point de vue. Cette année, ça bide sévère. Je pense qu'il y a eu les grèves des scénaristes qui a retardé un peu certains projets, mais en fait, c'est une excuse, hein. Je pense que les studios commencent à prendre vraiment peur, parce que là, d'un coup, il va falloir fonctionner sur le buzz, fonctionner sur l'envie du public, faire revenir le public dans les salles, tout ça, c'est une équation subtile entre budget, recettes, et c'est pas évident aujourd'hui. Et au milieu de tout ça, le plus dommageable, c'est qu'il y a des films de qualité qui vont se planter. Mais peut-être, et là je veux être optimiste, peut-être que à l'avenir, il y en a un d'entre vous qui me l'a dit dans les commentaires, peut-être que ça va laisser la place pour d'autres types de films, d'autres types de propositions, peut-être qu'on verra enfin revenir dans les salles des petits budgets, pourquoi pas, au lieu de les voir fleurir sur Netflix, Amazon Prime, tout ça, des petits budgets dans tous les coins, et puis aussi des gros trucs pour faire venir les abonnés. Voilà, dans les salles, il va falloir peut-être se réinventer un petit peu. Messieurs des grosses compagnies, il va falloir peut-être faire venir des auteurs, faire venir des gens qui ont quelque chose à dire, pour pouvoir à nouveau vivre une grande époque du cinéma. Parce que là, c'est peut-être un discours de vieux con, mais on est non seulement en train de vivre une époque assez pauvre, je trouve, mais les salles ne vont pas très bien. Voilà. Et c'est la fin de ce petit épisode, de ce gros bilan 2023, voilà. J'espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, vous me mettez un petit pouce, ça me fait super plaisir. Vous pouvez même vous abonner si vous êtes un foufou ou une fofolle. Et moi je vous dis forcément, à la prochaine. Ce sera ici et pas ailleurs, ce sera très prochainement sur cette même chaîne. Ciao!